Bien, on va donc reprendre sur cette fin qui ouvre, cette fin FIN. Donc, nous avons la chance et le grand privilège d'avoir Slobodan Milacic qui va donc faire la synthèse de nos travaux. Je vais donc très rapidement lui laisser la parole. Donc synthèse qui, comme chaque fois avec Slobodan, ouvre sur les perspectives à venir. Bon. Alors bonjour, d'abord pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer personnellement. Pour les autres, je retire le bonjour que j'ai déjà adressé. Alors, comme je suis le dernier intervenant externe, disons, je trouve que l'occasion est bonne pour remercier le chef d'orchestre de cette manifestation, Madame Bergeron, qui a bien voulu m'attribuer ce rôle que je vis comme très ingrat, intéressant mais très ingrat. D'autant plus que je pense que je sais faire les analyses peut-être mieux que les synthèses. C'est pour ça que je ne ferai pas de synthèse. Parce que, après tout, on n'est pas payé pour ça. Mais je vais essayer, comme on dit dans le jargon des vieux pédagogues que je suis, essayer d'ouvrir quelques fenêtres, quelques larges fenêtres, même quelques portes vitrées, sur le champ qui nous a occupés aujourd'hui. Mais je tiens à vous remercier parce que vraiment, pour moi, j'ai accepté ce rôle comme un défi parce que je me suis dit, je ne connais pas particulièrement le domaine, je vais être complètement perdu dans ce débat techniciste, spécialisé, pointu. Et en fait, c'était pas ça, c'était ma première belle surprise, c'était un échange de compétences, mais toujours sur la base des idées. Ça débouchait toujours sur une idée qui m'ont aidé à rebondir, plutôt que sur un approfondissement pointilliste et technicien des différents aspects de ce champ de l'Erasmus en Europe démocratique, si j'ose dire. Alors, pour une poignée de secondes, d'abord, ce que cette synthèse ne sera pas, il ne sera pas la synthèse du type encore dominant des synthèses qu'on fait et qui, pour moi, sont vraiment encore mal pensées ou impensées, parce que la synthèse qui consiste à reprendre et à résumer ce que chacun des intervenants a dit, en les plaçant nécessairement dans une hiérarchie implicite par rapport au temps qu'on leur consacre et à l'énoncé qu'on fait à leur sujet, ça ne crée que des frustrés. Parce que tout le monde se sent trahi par le traducteur qui est le synthétiseur. Et par le raccourci de son exposé qu'on fait, alors il voulait le faire en 3/4 d'heure, on le fait en 1/4 d'heure. Donc, et même le rapporteur dit de synthèse, il est frustré parce qu'il ne peut pas s'exprimer lui-même. Il est obligé de donner la parole aux autres, dire ce que les autres ont dit, alors qu'il a envie de dire des choses personnelles, comme ça sera un peu le cas ce soir. Bon, je vois que vous êtes détendu. Il me fallait ça aussi un peu avant de passer, après ces discours vifs et pointus, vraiment intenses, à un discours plus abstrait, plus conceptuel, plus monotone, peut-être plus lénifiant, mais je vais essayer de l'illustrer autant que possible, puisqu'il me reste encore quelques réserves dans mon capital pédagogique de 45 ans d'exercice, dont 8 ans pour vous, puisque ces 8 années ne comptent pas pour ma retraite, mais pour la vôtre. Bon, alors, passons au sérieux. Je voudrais essayer je regarde l'heure. Je voudrais essayer en deux temps de situer cette problématique de l'Erasmus, parce que je pense que le mot est mérité, de parler de problématique. Ce n'est pas encore le phénomène, mais enfin, c'est déjà une problématique. Dans son champ substantiel, c'est-à-dire la science de haut niveau, comme disent souvent les textes qui se concernent, l'université, les grandes écoles,
qui sont un des pôles de la culture, des sociétés et des États, et dans son champ spatial, c'est-à-dire territorial, la Grande Europe, Euroméditerranée, puis dans Euroméditerranée aussi, dans un contexte global dont on ne peut plus se passer dans une explication qui se fait un peu généraliste et un peu ouverte. La culture me semble le mot-clé des trois mots-clés qui vont être l'enracinement de mon propos. La culture, l'Europe et la démocratie qui est le lien commun, pour l'instant, finalement, le noyau dur de toutes les cultures potentiellement concernées, intéressées par notre sujet. La culture est paradigme dominant, finalement, de toute explication disciplinaire, le paramètre le plus globalisant. Les anciens disaient « il n'y a de théorie que du général ». Eh bien, nous, on dira il n'y a de théorie que du global. Global au sens à la fois géopolitique et problématique, disons, de complexité. Alors, parce que tout commence par la culture et tout finit par la culture. C'est-à-dire que c'est dans les cultures que se génèrent les différents phénomènes politiques, économiques ou autres. Et tout changement des systèmes particuliers, je pense notamment au système politique qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, eh bien, ils ne se consolident que lorsqu'ils sont métabolisés par la culture. Vous voyez, on avait fait une distinction pour les pays de l'Est et on le voit pour le printemps arabe. La liberté qui est une pulsion naturelle, elle est universelle, c'est facile à constater, mais pour la démocratie, le problème se pose de façon plus délicate. Si la liberté est naturelle, la démocratie, elle est culturelle, c'est-à-dire c'est un acquis civilisationnel en quelque sorte de l'histoire. Et tout finit donc par la culture, parce que pour nous aujourd'hui, dans le moment historique, dans la plutôt période historique où nous sommes, c'est cette construction de la culture politique démocratique, pluraliste, libérale, on peut l'éclairer à partir de différents angles, qui est la problématique de fond. Elle est en connotation de toutes nos problématiques et de tous nos problèmes particuliers. Donc, on ne se consolide dans ses finalités que par la culture. Ce n'est pas par les constitutions, ni par les régimes politiques. Et cette idée m'est venue. Je vais essayer d'étayer un peu ça, mon propos, parce que j'ai tendance à l'abstraction et je me méfie de moi-même. Comment m'est venue cette idée? Une fois, je faisais un exposé devant les collègues constitutionnalistes, et un collègue et ami, Bernard Chantebout, un auteur connu de manuel, quand j'expliquais qu'il ne suffit pas d'avoir une belle constitution pour que l'affaire soit faite, et à la limite, il ne suffit pas d'avoir l'apparence d'un régime libéral, démocratique, pluraliste pour que l'affaire soit faite, que ce n'est pas le juge qui garantit les libertés, mais c'est la démocratie qui est le garant structurel, systémique des libertés publiques. Et il était là, comme ça, dans la salle, et il me dit, et alors, il va jusqu'au bout, il me dit, et qui est-ce qui garantit la démocratie? Alors vraiment, j'ai eu un moment d'hésitation, mais dans la tension et le trac de la situation, l'idée m'est venue et j'ai dit, mais c'est la culture, c'est-à-dire notre mentalité profonde. C'est nous-mêmes qui sommes garants de notre système quelque part. Eh bien, c'est dans cette optique que j'ai essayé de privilégier la culture et sa problématique, et de balayer d'un coup de main, un peu facilement, les critiques que j'ai pu lire en parcourant un peu les quelques documents pour ne pas paraître complètement analphabète en matière d'Erasmus. Essayer de voir les critiques qu'on fait, la faiblesse des effectifs, expliquée par la faiblesse des finances, la faiblesse substantielle des échanges, beaucoup d'étudiants font du tourisme universitaire, etc. Et je pense que souvent ces critiques n'étaient pas pour moi pertinentes parce que Erasmus est une entreprise culturelle et les rythmes culturels sont tout à fait différents de tous les autres rythmes que nous pouvons connaître, soit économiques, soit politiques, soit autres. Et donc la petite expérience d'Erasmus, c'est beaucoup plus court que les 6 mois de la présidence Hollande. Finalement, si on tient compte des espaces et des rythmes culturels
qui préside dans notre champ d'intérêt. Donc, il est difficile de dresser les bilans à partir d'une expérience qui est finalement... j'ai fini par considérer Erasmus comme une lancée, comme une initiative, et je voudrais, c'est l'esprit de mon propos, de mon idée générale, de dire que finalement, c'est la première tentative d'un déploiement véritablement culturel. Et non pas simplement académique, théorique ou discursif. Alors, je voudrais donc essayer de parler du champ substantiel sur lequel intervient l'initiative, ou l'institution, maintenant on peut le dire, d'Erasmus. Il est en plein dans ce qui est le noyau dur de la culture, c'est-à-dire non pas une connaissance, mais une expérience. Ça, ce sont vraiment les deux mots qui me sont personnels et qui viennent non pas de mon cerveau, mais de mon ventre, de mes entrailles. C'est-à-dire que quand on m'a appris la culture, c'est-à-dire m'a enseigné la culture comme un concept analytique ou scientifique, c'est dire que je suis vieux, on m'a enseigné que la culture, un peu à la papa, la culture, c'était encore connoté à l'ancienne par les gens instruits, cultivés, et il y a les gens de culture et les autres. La culture se confondait dans une large mesure avec la connaissance. Et je pense que pendant ma génération, j'ai vu une véritable révolution du concept de culture. D'une culture connaissance, on est passé à une culture expérience. Une expérience qui implique la connaissance, qui implique les compétences, bien sûr, mais qui les dépasse largement. La conception qui nous gouverne maintenant, culture, c'est un sentiment vécu. Non pas comme une idée peut être vécue, quand on a l'impression de l'avoir métabolisée, mais vécue par une expérience. Ça, on a pu le voir déjà chez une certaine élite dissidente et critique, contestatrice dans les pays de l'Est. Il y avait des dissidents de très belle envergure intellectuelle qui ont risqué la prison et leur vie pour la cause de la liberté et de la démocratie. Ils avaient tout lu sur la démocratie. Ils s'étaient battus sur la démocratie, mais dans un contexte culturellement étranger, dans un contexte moniste, monopoliste, autoritaire ou totalitaire, peu importe, mais à l'opposé. Et personnellement, parce que moi j'étais un petit peu obsédé par cette idée-là, j'ai observé depuis que leur comportement manquait de culture démocratique. Finalement, l'expérience vécue de la démocratie qui est décisive. Je ne veux pas parler de Havel parce que c'est l'enfant chéri de l'Occident et je n'arriverai jamais à faire changer le sentiment des gens, mais c'est à son sujet justement que j'ai pu voir une certaine vidéo idéaliste, moraliste, etc. de la démocratie et beaucoup de maladresse dans ses faits et gestes. Donc, si on regarde ce qu'est la culture, et tout à l'heure on verra la liaison évidente avec l'idée d'Erasmus, je vais me référer à 2 ou 3 formules des grands définisseurs de culture. Ce n'est pas de moi, mais j'ai complètement épousé leur point de vue. Almond, Verba, Parsons, c'est-à-dire les Américains qui ont réfléchi et écrit sur la culture. Voilà ce qu'ils nous disent, Almond et Verba. Ils disent la culture, c'est la façon d'être. Et ils ajoutent, en deuxième position, de penser et d'agir. Mais c'est la façon d'être. L'autre nous dit quoi? La culture, ça s'observe dans les attitudes et les comportements concrets. Et pas dans le discours, sur vos préférences. Le discours peut être un élément de culture comme un fait et un geste. Le discours comme acte, et non pas comme analyse théorique ou expression idéologique. Moi, lorsque j'enseignais ça, j'avais trouvé que la bonne expression qui avait frappé les étudiants, mais vous n'êtes pas des étudiants, je dis la culture, c'est le réflexe plus que la réflexion. Parce que la réflexion, on se la raconte à soi-même souvent. La réflexion, c'est ce qu'on voudrait être.
quelquefois, je ne vais pas entrer dans la psychologie, encore moins dans la psychanalyse, mais on n'est pas tout à fait sincère avec soi-même dans les discours que nous pouvons déployer pour les autres et pour notre fort interne aussi à la limite. Mais là, je frise une limite illégitime. Mais le réflexe, lui, ne trahit pas. C'est pour ça que le réflexe est beaucoup plus comportemental. L'attitude et le comportement, je pense que c'est une très bonne définition. Donc, c'est le côté vécu. J'ai rencontré une certaine sématique qui prend compte de ça. On parle de la culture dans l'AOF, on parle de la culture bien intériorisée. Et j'ai pu suivre de très près, de façon intime, l'évolution de ce qualificatif. Donc, vous voyez, c'est ça que je trouvais dans l'idée d'Erasmus. Les gens passent 6 mois, 1 an et 2 ans. Bien sûr, c'est bref. On peut, mais ils se sensibilisent à la différence. Ils se prédisposent à l'empathie. Ça suffit pour ouvrir une fenêtre, pour les meilleurs, disons, ou pour les plus ouverts, dans la mentalité des gens. Et c'est déjà une lancée à cet âge-là, surtout, pour manifester qui est la première qualité d'une culture démocratique et pluraliste qui me semble la plus productive, la plus intéressante, au moins pour nous, dans l'histoire. Je ne dis pas la seule, mais dans la hiérarchie des préférences. La culture, c'est ce côté vécu que rien d'autre ne peut remplacer. Et Erasmus, il lance cette expérience culturelle, c'est-à-dire de fréquenter un milieu et d'être sensibilisé par la différence. Et à partir du moment où vous êtes sensibilisé par la différence, s'ouvre un créneau mental, intellectuel et psychologique qui vous rend beaucoup plus perméable à la différence. Et c'est par là que commence le processus de compréhension, de rapprochement, avec la coopération et, à l'extrême limite, l'intégration. Mais le problème, à partir du moment où on a défini la culture, le problème pour nous, c'est de savoir comment envisager le problème de l'unité dans la différence. L'unité dans la différence, unité dans la diversité, dit l'aphorisme européen, qui est surtout vrai pour les cultures. Parce que l'idée fondamentale, l'ambition finaliste de l'Europe, c'est l'unité politique dans la différence culturelle. Alors, pour ça, je voudrais dire quelques mots sur la différence que je fais entre la culture politique et la culture, je ne sais pas comment la qualifier, nationale, générale, la culture tout court. C'est-à-dire faire une place à part à la culture politique, qui est une culture spécifique et autonome, un peu comme l'est le politique lui-même par rapport à l'économique, comme il l'était. Aujourd'hui, il est phagocyté. Mais l'autonomie relative du politique en démocratie et sa spécificité avec sa culture, c'est-à-dire ses propres valeurs et ses propres règles, qui implique peu de choses, des choses fondamentales, mais peu de choses. Il y a une idéologie démocratique, mais c'est une idéologie qui n'est pas politique, elle est systémique. C'est-à-dire c'est une idéologie, un système de valeurs qui prône la coexistence pacifique de la différence. Finalement, les rapports pacifiques, c'est le but ultime de toutes les civilisations et de toutes les cultures. C'est-à-dire, la fin ultime, c'est la pacification des rapports sociaux. À partir de là, on peut tout rêver. À partir du moment où on est arrivé à éliminer la violence des rapports sociaux, la violence sous toutes ses formes, la violence l'autocensure. Donc la culture démocratique, c'est peu de choses, c'est-à-dire c'est la légitimité postulée de la différence. Toujours jusqu'à une certaine limite. Et c'est les valeurs induites, la tolérance, c'est le goût des idées, le goût des idées par rapport aux valeurs. La discussion des idées qui est apaisée, qui est pacifique,
qui est efficace parce qu'on arrive à progresser contre la discussion des valeurs qui est toujours toxique. Et valeur contre valeur, ça induit toujours la surenchère idéologique et finalement ferme la porte au dialogue. Donc, vous voyez, c'est pour ça que quand on dit discuter de nos valeurs, c'est une discussion qui ne se prête pas au débat formel. J'en prends pour exemple notre propre cas, les démocraties avérées, les vieilles démocraties occidentales. Nous avons tellement l'habitude de gérer ce compromis des valeurs qu'aujourd'hui nous disons que nous avons des valeurs communes, le patrimoine commun de valeurs, les valeurs partagées, dont nous ne discutons plus. On estime que la liberté fondamentale, l'égalité fondamentale sont des valeurs indiscutables. Mais ne nous discutons plus du compromis de ce patrimoine. Ce consensus est quand même un compromis. Nous avons décidé de ne pas discuter directement de ces valeurs. Est-ce qu'on met d'abord la liberté avant l'égalité ou est-ce qu'on met d'abord l'égalité avant la liberté? Eh bien, c'est toute la problématique de la carrière historique de la démocratie que d'essayer de gérer un certain équilibre entre ce qu'on appelait dans ma jeunesse la droite libérale classique et la gauche démocratique moderne. Les rousseauistes et les montesquieuistes, disons, qui sont dans le noyau dur finalement de notre civilisation. Nous l'avons dépassé dans la sophistication, nous sommes en pleine enveloppe molle, mais consensus mou et enveloppe molle, mais il faut le rappeler. Donc, vous voyez, les valeurs aussi, on peut en faire un compromis, on peut les faire respecter. Vous savez, à partir d'un certain seuil de liberté, c'est le marché sauvage, c'est la concurrence sauvage. À partir d'un certain seuil d'égalité, c'est l'égalitarisme qui étouffe la liberté. Et donc, le débat le plus fondamental, nous ne le gérons plus en direct dans l'idéologie, mais nous le gérons en douce, en politique, avec l'idée comme médiateur, l'idée qui refroidisse le débat, non pas au sens des romans policiers, mais au sens de l'apaisement, et de la productivité, de l'efficacité de ce débat. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est la démocratie politique. Elle est politique ou elle n'aime pas, c'est-à-dire le débat des idées qui est dans le noyau dur de la démocratie, qui permet justement de faire le pont entre les différentes cultures et les différentes idéologies, puisque la vocation de la démocratie, c'est de gérer les idéologies différentes, toutes sortes d'idéologies, de l'extrême gauche à l'extrême droite, finalement. L'ensemble des idéologies jusqu'à la limite de l'ordre public, finalement, et de la survie du système. Donc, c'est pour ça que je pense que l'Europe et la culture, la diversité dans l'unité, ça passe nécessairement par la démocratie et par le politique, c'est-à-dire par le débat d'idées. Je ne sais pas où j'en suis au point de vue temps. Donc, maintenant je voudrais dire quelques mots aussi, puisque le temps passe plus vite que je n'arrive à expliciter mes idées. Je voudrais dire quelques mots sur l'espace territorial réel et potentiel surtout. Réel, potentiel et virtuel de cette idée, de l'Erasmus. C'est-à-dire essayer de faire passer le message, comme plusieurs orateurs ont dit ce matin, que dans l'espace de la mondialisation, évidente ou implicite, accélérée ou plus lente, finalement, tous les seuils territoriaux sont concernés désormais. C'est ça, la mondialisation. Les cercles concentriques de la mondialisation concernent toutes les surfaces. Alors, c'est plus ou moins évident, plus ou moins visible, etc., de l'individu au globe. Parce que la mondialisation va avec l'individualisation. Nous, on parle souvent du glocal, et du global et du local. Le mot est très vilain, c'est pour ça que finalement, il sort de la mode. Mais
le local, c'est finalement tout ce qui est inframondial, finalement. Ça va de l'individu en passant par la commune, la région, l'État, les régions au sens international, etc. Alors, ne pas être, ce qui est intéressant dans les initiatives d'Erasmus, me semble ça, ne pas être prisonnier de la structure établie. Il y a l'Europe de 12, de 47, de 53, etc. Non, la grande spécificité de la mondialisation, c'est la fluidité du mouvement. La fluidité du mouvement et la rapidité du mouvement qui nous empêche de saisir l'essentiel, de séparer l'essentiel de l'actualité du jour. On est un peu omnibulé par l'actualité du jour qui devient essentielle. Et comme les actualités du jour se suivent mais ne se ressemblent pas, il y a l'actualité de la gauche et puis l'actualité de la droite, nous croyons être en démocratie, alors que finalement, c'est une sorte de gouvernance d'opinion qui est très loin du principe démocratique, c'est-à-dire du débat simultané et du compromis élaboré en simultané et non pas de façon alternative et contradictoire. C'est là où il y a le côté irrationnel de la prépondérance de nos opinions publiques et médiatiques dans le système de gouvernement. Donc, l'Europe et l'Erasmus et son Erasmus dans l'espace euroméditerranéen, aujourd'hui, j'ai pu constater que ça fait problème. Ça fait problème parce qu'on a du mal à saisir cet espace. Alors que justement, il faut partir du postulat qu'il n'est pas saisissable à l'ancienne, qu'il n'est pas saisissable en tant que géographie, démographie, économie, politique ou culture. Il est tout ça et rien de tout ça à la fois. Parce que les cercles concentriques, comme disait Anna en rappelant les Italiens ce matin, ils sont faits en spaghetti. Mais ce que tu n'as pas dit, en spaghetti cuit. Parce que... Parce que les spaghettis cuits, c'est raide et c'est cassant. Ça m'a distrait. C'est-à-dire, comment situer dans l'ère romaine? Alors, j'ai parcouru un peu ce que les gens ont écrit sur l'ère méditerranéenne, et j'ai trouvé qu'il y avait une tendance à vouloir définir scientifiquement. Chacun dans sa discipline et selon les critères de sa discipline. Les géographes ont élaboré 6 modèles très sophistiqués, je n'ai pas tout très bien compris tout le temps, mais 6 modèles très sophistiqués de l'ère méditerranéenne. D'autres ont élaboré d'autres modèles, en croyant que c'est l'ethnocentrisme disciplinaire, en croyant que l'histoire doit s'écrire selon les critères des disciplines scientifiques ou selon les critères de la rationalité. Alors que la rationalité, finalement, nous l'avons toujours inventée après coup. C'est-à-dire, une fois que les choses se sont déroulées, en grattant un peu, on a découvert des rationalités. Mais ce n'est jamais la raison qui guide l'humanité, mais c'est le rapport des forces, malheureusement. Et dans le rapport de force, j'inclus le rapport des forces idéologiques, des croyances. Le rapport des forces n'est pas militaire, démographique et économique, mais le rapport de force de conviction. Et ce rapport de force est imprévisible. Qu'est-ce que c'est l'Euroméditerranée dans 10 ans? J'aurais bien vous donner rendez-vous dans 10 ans. Hein. Mais vous serez avec nous dans 10 ans. Oui, il vous entend. Donc, c'est d'accepter la modestie et l'incertitude de ce nouveau espace qui se dessine devant l'Europe unie, élargie, malgré son aspect élastique, fluctuant et inconsistant. Je pense que tous les seuils de la mondialisation vont s'imposer à tous les acteurs. Et l'Union européenne est un acteur, comme les États sont des acteurs et comme les régions sont des acteurs. Et donc, il faut bien prendre conscience que si on ne pense pas et on n'organise pas l'Euromed, eh bien, d'autres régions concurrentes
ou d'autres instances concurrentes s'occuperont, parce que tous les États, tous les acteurs sont dans un état de tension. Ils sont tiraillés entre l'attrait et la répulsion, entre les penchants plus ou moins sectoriels d'un côté ou de l'autre côté. Et dans cette tension globale du mondialisme qui se structure, qui est en voie de structuration, eh bien, il faut investir. Nous vivons une époque boursière et on m'a toujours appris qu'il faut acheter à la baisse. Tant que les gens ne voient pas l'enjeu de la Méditerranée, il faut acheter. Et il faut acheter parce qu'à coup sûr, c'est une dynamique qui va se poser. Le cercle méditerranéen, c'était un cercle régional, au sens international du terme, inévitable. Oui. Vous savez, j'avais un prof, quand les étudiants partaient avant la fin du cours, il disait « Adieu Berthe ». Donc, je me suis retiré pour faire mes notes, mais je n'ai pas eu assez de temps. On retombe dans l'enfance. Voilà, donc c'est en insistant sur cet espace qui me semble un espace tout à fait intéressant à conquérir. Parce que dans le monde où nous vivons, c'est peut-être la dernière idée que je vais formuler, la culture, ce n'est pas seulement le plaisir et le progrès de l'intelligence, c'est aussi une puissance. La culture devient un facteur de puissance dans les relations internationales. Et donc, cette dimension de la culture ne doit pas être négligée. S'il y aura des colonisations ou des impérialismes nouveaux, ils seront d'ordre culturel et non pas militaire, démographique, économique ou politique. Voilà, je ne sais pas, il n'y aura pas d'échange pour le rapport final. C'est à la fois un confort et un inconfort, parce que les gens ne peuvent pas réagir, et comme disait Karl Popper, le seul critère de la validité des idées, c'est leur contestabilité. Eh bien, je n'aurais pas pu valider un certain nombre d'idées rapidement émises, mais ça sera pour plus tard. Merci. Merci Slobodan pour cette magnifique intervention qui nous laisse non pas des fenêtres, mais des portes immenses que vous nous ouvrez une fois encore. Culture, Europe, démocratie, qui sont ces mots qui nous rassemblent, qui nous sont chers et qui sont forts à toute l'équipe qui a eu la volonté de créer Erasmus Expertise. Comprendre, rapprochement, unité dans la différence. Merci Slobodan, c'est vraiment d'immenses fenêtres que vous nous ouvrez et nous allons continuer d'avancer sur ces voies. Je ne serai pas longue, vous avez eu une longue journée tous. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette journée. Merci de nous avoir fait profiter de vos idées, de vos remarques, de vos questions. Un merci tout particulier parce qu'on ne les a pas entendus, mais ils étaient bien là, présents depuis plusieurs jours aux étudiants qui m'ont accompagné sur le comité d'organisation de ce colloque. Bekele Ofembe, qui vient de loin, de l'université de Kinshasa, et que j'ai le plaisir d'accompagner dans ses travaux de thèse et qui travaille sur la réforme de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Et croyez-moi, c'est un chantier, il ne me contredirait, je ne crois pas qu'il va me contredire. Merci également à Inès Poincinet de Sévry et à Doriane Vidot
étudiantes en licence 3 à Bordeaux 4 pour leur efficacité, leur discrétion. Et encore une fois, si nous avions besoin de motivation pour avancer, c'est bien dans les apprenants que nous trouvons toute cette dynamique qui nous conduit autour d'un mot-clé qui est celui de la connaissance. Un merci encore tout particulier à vous tous intervenants qui vous êtes mobilisés pour qu'aujourd'hui on ait le grand bonheur d'avoir rassemblé à la fois le Moyen-Orient, la Méditerranée, les Balkans. Vraiment, on ne peut qu'avoir envie de continuer, je crois, après cette journée. Donc je terminerai par ce mot que j'ai déjà eu l'occasion de dire, je crois, à midi, qu'Erasmus expertise vive, et nous ne pourrons vivre et avancer que grâce à vous. Donc un grand merci, et nous allons juste terminer par quelques mots de lecture en hommage à nos collègues libanais ici présents. Oui, je voudrais, si vous le permettez, lire un texte très court. Régis, pour l'enregistrement. Je voudrais lire un texte très court qui a été proposé par le groupe de dialogue interculturel constitué à l'initiative de la Commission européenne. Et c'est un document sous le titre de « Un défi salutaire ». Comment la multiplicité des langues pourrait consolider l'Europe, qui vient un peu en réponse à tout ce qui a été dit. Et ce groupe de travail était sous la présidence de Amin Maalouf, l'écrivain que nous connaissons tous, et dont la finesse et l'intelligence d'esprit nous est familière lorsque nous le pratiquons. Et je voudrais vous lire ce très beau passage qui est empreint de ce que nous attendons justement de notre travail ici, c'est-à-dire d'un très bel humanisme. Tout au long de nos travaux, nous avons été animés par la ferme conviction que l'entreprise engagée par l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est l'une des plus prometteuses que le monde ait jamais connues, et en particulier qu'une gestion efficace de notre diversité linguistique, culturelle et religieuse fournirait un modèle de référence indispensable à une planète tragiquement affectée par la gestion chaotique de sa propre diversité. Voici une phrase qui peut nous redonner du courage. Merci à tous, et au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines activités. Et bon retour à ceux qui sont venus d'assez loin. Et encore un grand merci à vous tous d'avoir partagé cette journée avec nous.